Allô ma belle Sangha d'amour en ligne, j'espère que vous allez bien. On est en direct du centre Kyo, vous allez entendre des petits atchoums, des petits rires peut-être, de la respiration. On est presque une 35 dans la salle en ce moment. J'ai une belle petite voix qui m'est offerte directement par Air Canada. Un vol de 14 heures, retour du Japon, dans la fraîcheur de l'air climatisé. Alors, c'est ça, j'ai une voix à la Thérèse Montcalm aujourd'hui avec vous. On se parle des nouveaux gourous et de la nécessité, dans un monde d'influenceurs et d'influencés, à retrouver notre discernement et notre autorité intérieure aujourd'hui. Et une belle méditation que je vais guider, qu'on va vivre ensemble sur justement comment aller chercher une vérité dans toutes ces informations, des fois même qui se contredisent, aussi belles soient-elles, aussi inspirées, passionnées, que tous ces gens ont l'air sur YouTube, TikTok, etc. Et je vous en parle parce que le domaine de la spiritualité, santé, mieux-être, développement personnel est comme un des domaines les plus, après faire de la bouffe, c'est le domaine le plus prisé par les influenceurs. Alors voilà, comme quoi on se cherche. Mais on va se rappeler aujourd'hui que comme Bouddha nous disait, si tu te cherches, tourne-toi vers l'intérieur et tu vas te trouver. Puis que c'est un peu ça aujourd'hui que je veux qu'on exprime ensemble puis qu'on soit vigilant. Alors, c'est pas pour dénoncer là, aucune personne. Puisqu'on m'a déjà même traité d'influenceur moi-même. On m'a dit plusieurs fois les dernières années, « Ah, t'es influenceur! » Comme si on était tous finalement des influenceurs. Mais on est surtout devenus, et c'est là mon point de questionnement, des influencés. Parce qu'on parle beaucoup des influenceurs, mais on ne parle pas de l'impact que ça a dans nos vies. On ne parle pas de comment on laisse rentrer plein de personnes dans notre esprit. Comment tout d'un coup la vérité de un devient ma vérité juste par procuration, parce qu'elle a l'air cool, ou parce qu'elle a des beaux cheveux, ou parce qu'elle est sur un yak, ou parce qu'il y a des beaux pectoraux, etc. Parce que je vois les influenceurs, même profs de yoga ou autres, puis il y a comme un dénominateur commun, là, que tu fasses à manger, ou que tu flattes ton chien, ou que tu enseignes les sutras bouddhistes. Il semble que ceux qui ont le plus de vues aient beaucoup de chair à montrer. Alors, il y a quelque chose dans lequel on est sublimé par une beauté, par quelque chose d'artificiel aussi, là, avec tout ce qu'on peut créer maintenant dans le monde virtuel, et on se fait inspirer par ces gens-là. Je trouve ça aussi dommage que quand je vois les vidéos du Dalai Lama ou d'autres maîtres que je considère vraiment importants dans ma vie, il y a moins de vues que le nouveau atterri venu là, avec une belle coupe de cheveux qui nous parle du bouddhisme ou d'autre chose. C'est peut-être moi là, que je suis en train d'écrire aujourd'hui. Mais ce serait important de rester vigilant, je dirais, sur ce qu'on reçoit et aussi sur ce qui résonne à l'intérieur. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Et dans le bouddhisme, il y a une superbe sagesse qui, moi, m'a guidé pas mal toute ma vie. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que oui, on va être influencé de plus en plus. On va être contaminé d'idées popcorn qui vont nous arriver partout sur nos fils d'actualité, à la télévision, dans les magazines. On nous demande de vulgariser de plus en plus des techniques. Tu sais, c'est comme la minute pour retrouver son centre, 5 minutes pour être dans l'amour, tu sais, 3 astuces pour pardonner. C'est comme... C'est tough quand c'est des processus qui prennent du temps, de la maturation, de l'introspection. Mais c'est ça qu'on nous vend. Et là-dessus, il faut être vigilant. Parce qu'à trop vouloir faire de raccourcis, on va faire les choses juste en surface. Et c'est là où tout le monde a l'impression qu'on a arrêté d'évoluer, de grandir, que les sagesses ancestrales, la méditation, finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ça n'apporte pas grand-chose. Mais c'est sûr parce qu'on vit tout à une vitesse grand V. On touche à plein de pratiques différentes sans jamais perfectionner quelque chose ou donner de la profondeur à une pratique. J'en parlais ce matin avec ma gang, ici, ma belle Sangha, au centre Kyo, de la nécessité de dépasser le mur de c'est le fun, c'est nouveau, pour essayer d'engager de l'énergie dans nos pratiques, dans notre discipline, dans nos réflexions, dans nos moments de solitude, dépasser le premier 5 minutes où c'est le fun, de faire une prière, une méditation, de faire une lecture. Et quand ça devient moins le fun pour l'ego, ben, c'est là où peut-être qu'après les 30 secondes de TikTok, il y a une réception intérieure, il faudrait laisser descendre quelque chose. Parce que peut-être que ça résonne en vous, peut-être pas. Et la vérité versus le savoir, c'est une notion très importante dans le bouddhisme.
Et la nuance est énorme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on nous donne beaucoup d'informations, mais ça ne fait pas une vérité. Peut-être même, des fois, même pas pour la personne qui l'enseigne ou qui nous le vend. Une vérité dans le bouddhisme, c'est un savoir, une connaissance, une information qui passe à travers l'expérience, qui passe à travers un ressenti, qui va se confirmer à travers une réalisation intérieure. C'est comme si, mentalement, ça peut dire oui à n'importe quoi qu'on nous vend et qui est bien amené ou bien présenté, hein, si on a parlé. Là, ça dit oui, en dedans. Ça, c'est juste le mental qui dit oui. C'est pas une vérité. Une vérité, c'est quelque chose qui devient une expérience ressentie. Quand le savoir et l'information, mettons, on peut se parler d'amour autant de fois qu'on veut. On peut se parler de compassion, on peut se parler de courage, on peut se parler de dépassement de soi, on peut se parler de guérison, on peut se parler de coaching 101, comment devenir un badass, ou avoir du courage, et ainsi de suite. On peut mimer plein de pratiques, mais le pourquoi on le fait, ce que ça vibre en nous, courage, compassion, amour, cette vérité-là, elle doit être exprimée à travers un ressenti. C'est là où il y a quelque chose qui va être indestructible en nous. On peut se parler de la gratitude 1000 fois, mais c'est quand la dernière fois qu'on a eu de la gratitude jusqu'à avoir des larmes aux yeux? Hein? C'est quand la dernière fois où on remerciait la vie, l'existence, on trouvait tout autour de nous d'une beauté? Ça, c'est l'esprit de la gratitude. Il y a quelque chose qui est transformateur, il y a une alchimie qui se vit dans ce qu'on cherche à vivre intérieurement. Et je pense qu'à force de vouloir aller trop vite, puis faire tous des petits exercices rapides et consommer rapidement, je suis en train d'écrire mon prochain livre et on me demande encore de raccourcir mes chapitres, puis je suis là, oui, mais non. Je ne peux pas le mettre ça en 20 lignes, ça ne peut pas faire 3 pages, ça peut pas... Il va falloir qu'il fasse un effort pour aller jusqu'au bout d'une sagesse ou d'une réflexion. C'est plate, mais c'est ça. S'ils n'ont pas l'appel intérieur, ils n'auront pas la récompense qui vient avec aussi. Je compare souvent l'entraînement physique. Tu deviens un sportif, tu deviens un athlète parce que tu dépasses souvent le mur de l'entraînement que tu fais tous les jours juste pour garder la forme. Si tu veux évoluer, grandir, te développer psychiquement, psychologiquement, spirituellement, il va falloir que tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous vend, même les pratiques, Bouddha disait « doutez de tout, mais surtout de ce que je vous dis ». Mais pratiquez le doute vertueux. Et en ce moment, je vous dis, on est à une époque où on devrait tellement se servir de ce principe-là du doute vertueux. Le doute vertueux, ça veut dire écoutez Martin Bilodeau. Puis dites-vous, il a peut-être raison. Donc, je vais l'essayer. C'est ça le doute vertueux. C'est pas de dire non à tout le monde, puis de dire, ah ben non, ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. Ça, c'est pas douter, c'est nier tout, puis relier l'expérience, ou être narcissique, puis pas être capable d'avoir d'autres points de vue, puis de continuer à grandir. Quand je pense que j'ai tout compris, c'est plate, mais ta vie est finie, on plafonne, c'est terminé. Si on veut continuer à grandir, puis évoluer, puis même des fois juste renforcer des états d'esprit positifs, des sagesses qui sont en nous, il faut douter. Mais un doute vertueux, c'est peut-être que ça marche. Donc, je vais l'essayer. C'est pas tout de suite avoir une adhésion comme un peu d'enfant, là. C'est comme tout ce que papa et maman ils vont dire, c'est oui. Tout ce que quelqu'un de cute, puis qui a l'air bien brandé, puis qui a l'air fait de l'argent sur YouTube, ça marche. Peut-être pas. Peut-être. Essayez-le. Fait qu'ayons le discernement de la discipline joyeuse. Hein, l'espèce d'engagement d'approfondir, de s'impliquer dans une pratique, une voie, un enseignant, un livre. Allons jusqu'au bout de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on nous vend beaucoup des choses rapides, ce qui fait qu'on ne va pas jusqu'au bout. Et on ne peut pas valider donc dans l'expérience. L'expérience, ça prend du temps. L'expérience, ce n'est pas 5 minutes. L'expérience, c'est 100 fois la même méditation. C'est 21 jours au Népal, à quelque part, dans un monastère peut-être. C'est une quête de vision de 10 jours dans le désert. C'est des processus sur lesquels on revient toute notre vie. C'est le livre que vous avez lu là, 8 fois à différents moments de votre vie, puis que vous en laissez imprégner à chaque fois de différentes façons. Ça fait naître l'expérience. Ça fait naître donc une forme de vérité. Il y a un ressenti, il y a une confirmation à l'intérieur de vous qu'il n'y a rien ni personne qui va pouvoir dire que le contraire est vrai pour vous. Parce que, encore là, une vérité, c'est différent pour chacun. Le degré de compréhension, comment on applique les choses. On nous vend des régimes de fous depuis des dizaines d'années, puis là, on est en train de nous dire
alimentation consciente et intuitive, tu devrais savoir ce qui est bon pour ton corps, selon ton métabolisme. C'est évident. Ça a toujours été évident. C'est une évidence. Tu manges, tu files-tu bien? Non? Ben, mange d'autres choses. Mange autrement. C'est la même chose pour tu regardes les gens avec compassion, amour et bienveillance, tu files-tu bien? Oui? Continue. C'est tout. Tu restes dans des relations toxiques, t'es-tu pas bien? Jusqu'où t'es pas bien? Mais va-t'en. C'est tout. On devrait se valider constamment comme ça. Et après ça, assumer qu'on n'est pas prêt à faire le truc, qu'on a besoin de planification, d'aide, de guidance, d'inspiration, tout ça, c'est correct. Mais on ne peut pas nous dire comment vivre, on ne peut pas nous dire comment méditer, on peut nous guider à faire des expériences qui vont révéler, confirmer quelque chose qui goûte bon pour nous en ce moment dans notre vie. La prochaine méditation, c'est juste d'aller regarder à l'intérieur de vous, mais qu'est-ce que vous avez vraiment besoin en ce moment dans votre vie? Parce qu'on nous vend là, 1000 trucs, 3 astuces, 40 000 programmes en ligne. Tu sais, je suis le premier à offrir des choses, là. Mais j'espère toujours que je ne vends pas. Moi, je dis toujours, j'espère que je propose. Je dis souvent le mot « j'invite », tellement que mon éditrice, en ce moment, n'est plus capable. Tous mes débuts de paragraphe, c'est « je vous invite à réfléchir à »,« je vous invite à faire telle pratique ». Elle dit « arrête de les inviter, Martin. » Ils le savent. Tu n'es pas en train de dire « faites ça ». Oublie. Tu n'es clairement pas directif, mais je veux vraiment que ça soit toujours fait comme pensez-y. Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous appelle intérieurement? Après ça, il faudrait que les gens aient leur propre discernement, mais en ce moment, dès qu'on nous vend quelque chose, dès qu'on nous nomme quelque chose, dès qu'il y a une pratique, le premier réflexe, ça devrait être de se fermer les yeux puis de regarder qu'est-ce qui fait écho à l'intérieur de nous. Comment ça goûte? Puis déjà là, il y a une première réponse. Parce que l'ego, le mental, lui, il peut aspirer à plein d'affaires, il peut nous mentir de plein de façons, il peut être influencé. Et Dieu sait que le marketing des réseaux sociaux, c'est que de l'influence. Ils se sont donné le nom, c'est des influenceurs. C'est qui tu penses les influencer? C'est nous. Mais si on se donne quelques secondes pour laisser descendre quelque chose, c'est pour sortir de la poudre de perlimpinpin, là. Puis on va être capable de voir si ça c'est vraiment pour nous, si ça nous interpelle, si ça répond à quelque chose. C'est la même chose quand notre ego nous parle. Moi, je trouve que nos influenceurs sont pas mal devenus nos alter-égos, mais pas dans le bon sens, là. Nos égos virtuels. C'est tout ce que notre petit ego nous dit. Il nous blâme, il nous scie, il nous motive, il nous tétin, il nous vend telle affaire, il nous distrait constamment. Fait que là, ils sont là, ils nous distraient, ils nous vendent des affaires, ils nous programment. Ben, il y a l'âme, il y a la conscience. Qu'est-ce qui répond en moi? Est-ce que c'est juste l'envie de vouloir plus? C'est juste l'envie. On est-tu en train de vendre quelque chose qui finalement est à l'opposé de mon besoin de ralentir ou de m'occuper de moi d'une autre façon? Aujourd'hui, je veux qu'on médite et qu'on se demande, mais qu'est-ce que mon cœur a vraiment besoin en ce moment dans ma vie? Peut-être que c'est pas plus. Parce que finalement, spirituellement, puis là, je vais à l'encontre de ma propre business, là, finalement, puis tant mieux que ma business, c'est pas de faire de l'argent, c'est de rendre les gens heureux, puis éveillés, puis en conscience. Fait que, consommez moins peut-être de trucs, mais approfondissez-les. Abonnez-vous à moins d'affaires, mais suivez quelqu'un. Puis on appelle ça se dédier à une pratique, se dédier à un enseignement, se dédier à un enseignant. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai encore les mêmes enseignants aujourd'hui. Certains sont morts et je suis tous leurs audios encore. Des maîtres tibétains que j'ai eus, des gens que j'ai croisés dans ma vie qui ont été marquants, qui m'ont suivi pendant des années. Mais savez-vous pourquoi la relation est encore vivante? Pourquoi ils sont encore en moi? Pourquoi des fois je pense à eux, ils viennent dans mes rêves? Parce que j'ai consacré des décennies à suivre ces personnes-là, à les lire, à aller là où ils étaient dans le monde. Imaginez-vous donc, ils n'étaient pas au Québec nécessairement. Ça demandait un effort, un engagement. Et ça m'a permis d'évoluer, de grandir et d'approfondir. Et tout le temps, de tester si c'était bon pour moi, puis comment moi, je pouvais intégrer ça dans ma vie, à partir de l'unique être que je suis. Parce que les exemples qu'on donne, la façon dont on explique les enseignements, la sagesse ou les philosophies ancestrales, peu importe, ben, ça passe à travers nous. Après ça, il faut que ça passe à travers moi. Après ça, il faut que ça passe à travers vous. Fait qu'il faut le laisser descendre. Il faut le faire passer. Et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui en direct. J'ai été 3 semaines de pause au Japon. C'était plus difficile d'être en direct avec vous. Je suis content de savoir qu'on est des centaines à méditer, des milliers parfois par semaine ensemble. Et vous êtes une gang allumée.
Aujourd'hui, je veux qu'on se donne un temps pour reconnecter à qu'est-ce que mon cœur a vraiment besoin, puis qu'est-ce qui nourrit vraiment mon âme en ce moment, dans ma vie. Et vous engager à suivre ça. Vous êtes au service de ça. Vous êtes une réponse à ceci. Et vous allez aller chercher, vous allez aller chercher ce qui peut vous aider et vous faire du bien. Alors voilà, mes vos amours, je vais prendre une posture de méditation. Faites attention, les cloches s'en viennent. Fermez les oreilles de vos chats à la maison. Alors, on peut prendre une posture dans laquelle on peut rester à la fois en équilibre, stable, et en même temps se détendre et relâcher les tensions. On peut prendre quelques respirations libératrices au début. Inspirez profondément, expirez profondément. Comme pour ramener la conscience à épouser l'instant présent. Et pour un court instant, on peut suivre le souffle. Inspirez, suivre la légère fraîcheur qui entre à l'intérieur des narines. Expirez et suivre cette légère et douce chaleur. Et c'est tout simple aujourd'hui, on veut juste se reconnecter à soi-même. À ce à quoi j'aspire. À comment j'ai besoin de prendre soin de mon cœur, de nourrir mon âme. Plus je respire, plus je peux revenir à l'intérieur. Et à chaque inspiration, comme me déposer au cœur. Peut-être comme une petite plume que je peux voir se déposer au centre de l'être. Dans un espace où je suis en parfaite sécurité. Un espace de nature et de beauté. Comme un refuge à l'intérieur. Au cœur. Et je m'y dépose avec présence, avec vigilance, avec tendresse. Et je rentre à la maison, j'entre dans mon espace intérieur. Et je dépose cette question pour laquelle ensuite j'écoute la réponse. Je serai cette conscience réceptive à l'écoute. Et je me rappelle que l'ego crie.
que tous les gens autour font du bruit, pendant que mon âme, elle murmure. Alors je développe cette qualité d'écoute, de réception et d'accueil subtil. Et je peux me demander simplement de quoi mon cœur a besoin en ce moment dans ma vie. Comment je peux prendre soin de mon cœur. Et on peut lui demander directement à mon cœur de quoi as-tu besoin? Comment je peux prendre soin de toi? Qu'est-ce qui est prêt à guérir ou à être libéré? Et mon âme, cet espace sacré, cet espace en moi. Comment en ce moment je peux nourrir mon âme? Ce serait quoi la nourriture qui permet de renforcer, de prendre soin, de remplir cet espace intérieur? Qu'est-ce qui nourrit vraiment mon âme dans ma vie? Qu'est-ce qui pourrait la nourrir davantage? Dans le bouddhisme, on pourrait dire comment reconnecter, qu'est-ce qui me permet de revenir à mon Bouddha intérieur, à mon essence. Qu'est-ce qui me permet dans ma vie comme pratique, comme activité, comme lecture peut-être, ou enseignement, à vraiment reconnecter à un espace pur, sage, aux vérités qui sont en moi. Pourquoi j'aurais besoin de mettre davantage de discipline joyeuse dans ma vie pour prendre soin de mon espace intérieur,
de mes qualités, des états d'esprit positifs. Peut-être que j'ai besoin de moins, peut-être que j'ai pas besoin de plus. Peut-être que j'ai besoin de constance, de persévérance, d'approfondissement, d'intégration, de présence. Et on peut imaginer un gardien, une gardienne de cet espace sacré qui est en nous. Comme l'esprit du discernement, du doute vertueux. Afin d'intégrer à ma façon, dans mon être, tout ce que je reçois comme information, comme savoir, comme sagesse de l'extérieur. Et toujours être en mesure de voir comment ça résonne en moi, comment je peux en faire une vérité, comment je peux en faire l'expérience. Et de façon unique, l'intégrer à qui je suis. Et je peux finalement prendre refuge dans une volonté de toujours progresser, évoluer, approfondir, renforcer mes pratiques, celles qui me font le plus de bien. Et on peut doucement reprendre quelques respirations plus profondes. On peut doucement emmener les mains ensemble, les frotter légèrement. Amener cette belle chaleur et la présence au cœur. Préparez-vous à la maison, faire un beau hum de groupe. On peut inspirer par les narines pour expirer bouche. Et si vous voulez, on peut inspirer pour faire vibrer Om ensemble. Namasté. Namasté, vos amours à la maison. Un petit coucou spécial à Lily du Saguenay, dont le fiscal est avec nous aujourd'hui. Il nous écoute en direct. Et à tout le monde, je vais lire vos messages, vos commentaires plus tard aujourd'hui. Merci infiniment de vivre ce retour en direct avec moi ou en différé. Namasté.